Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on va parler holding et quand créer sa holding. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, une holding, c'est quoi ? C'est simplement une entreprise. C'est simplement une boîte où vous allez vous créer une entreprise. Et ça peut devenir une holding si elle détient des participations, par exemple, ou si vous allez investir avec. Donc, une holding, on retient que c'est simplement une entreprise avec un objet large. Donc quand vous créez votre boîte, on vous demande de spécifier l'objet. Et d'ailleurs, moi, je vous encourage assez souvent, alors il y a un peu d'aspect négatif dessus, mais à mettre des objets assez larges. Parce que disons que, comme moi, vous créez une boîte et vous dites, OK, la boîte, c'est un espace de coworking, mais qui n'a pas justifié dans les statuts que vous pouvez racheter de l'immobilier ou que vous pouvez faire de la domiciliation, par exemple. Vous allez devoir éditer les statuts une nouvelle fois pour pouvoir ajouter d'autres choses et d'autres objets dans votre entreprise. Donc, l'objet d'une holding, d'ailleurs, je devrais vous prendre l'objet de ma holding, mais ça va être, on va retrouver dedans quelque chose d'assez large, comme prendre des participations, faire des investissements, etc., etc. Alors, et détenir des biens immobiliers, voilà. Quand est-ce qu'il faut créer cette holding ? Alors, pour tout le monde, au début, moi je me rappelle le concept de holding, et je pense peut-être pour certains d'entre vous, c'est quelque chose, on se dit tiens, c'est bien, c'est un outil de méga défiscalisation, c'est super intéressant, c'est quelque chose que, entre guillemets, les riches font, etc. Donc je vais faire la même chose, et puis potentiellement, vous n'avez jamais créé de boîte aujourd'hui, et du coup, pour vous, une boîte, c'est assez loin, c'est assez large. Alors, le truc de la holding, c'est quand vous avez une boîte, déjà, c'est une personne morale. C'est comme si c'était une personne qui peut prendre des décisions. Donc, c'est comme si vous avez quelqu'un d'autre à côté de vous. Et la seule problématique, c'est que ça engendre indirectement beaucoup de charges mentales, beaucoup de frais de gestion, beaucoup de frais de constitution, etc. Alors, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de constituer des entreprises qu'avant. Je pense que vous pouvez le faire pour 300 €. Demander à quelqu'un de rédiger concrètement les statuts de votre holding. Alors après, ça dépend quel est votre niveau, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des sites qui doivent vous proposer des bons statuts de holding qui correspondent à 99% des cas. Donc dépenser 1000, 2000 € avec un notaire ou avec un avocat pour le faire, bon, moi je ne suis pas certain. Bon, ça dépend encore une fois de votre cas concret et puis des moyens que vous avez et où vous en êtes dans votre vie. Alors, moi concrètement, qu'est-ce qui me ferait constituer ma holding aujourd'hui ? Alors déjà, premier truc, c'est disons qu'aujourd'hui, vous n'avez pas d'autres entreprises. Vous êtes salarié et vous hésitez soit à faire une rupture conventionnelle et à vous mettre au chômage et à, pourquoi pas, créer quelque chose ou passer en freelance. Là, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant de vous créer une structure. C'est intéressant pourquoi ? Donc ça dépend de votre niveau de rémunération, mais vous allez pouvoir cumuler le chômage et en plus, vous allez pouvoir développer votre boîte, donc facturer et stocker dans une entreprise. Quand vous êtes dans ce cas-là concret, vous pouvez créer une SASU à l'IS et indiquer que vous n'allez pas vous rémunérer. Comme ça, vous allez pouvoir facturer 1000 ou 10 000 ou 20 000 € par mois dans votre SASU, stocker l'argent et vous profiter du chômage pendant le temps où vous avez le chômage. Alors attention, plus les années passent, plus l'obtention du chômage et plus les règles diminuent. Donc le plus tôt, c'est le mieux. Moi, si j'étais vous, pourquoi ? Parce que plus on avance, moins il y a de chômage de façon générale. L'État revient sur pas mal de choses. Donc il y a ce cas concret, vous allez pouvoir créer une entreprise. Alors, s'il vous plaît, ne l'appelez pas holding, ne faites pas comme moi. N'appelez pas une boîte qui s'appelle holding. Pourquoi ? Parce qu'après, ça va créer potentiellement pas mal de problèmes lorsque vous allez vouloir faire des emprunts et même dans votre structuration de façon générale. Donc, donnez-lui un nom général. Et en fait, cette boîte que vous allez créer un objet assez large. Donc, ça va vous permettre, dans un premier temps, de faire directement du conseil avec cette boîte. Donc, vous allez pouvoir facturer du conseil, facturer des prestations. Donc, par exemple, si vous voulez faire de l'apport d'affaires, vous allez pouvoir faire de l'apport d'affaires. Si vous voulez faire du commercial, vous allez pouvoir faire du commercial. Si vous voulez vous vendre à la journée parce que vous êtes consultant marketing, vous allez pouvoir vendre à la journée. Là, c'est la première étape où en fait, on fait des choses qui ne sont pas parfaites. Il faut se rappeler de quelque chose. Quand on commence
dans le business, les choses ne sont jamais parfaites. C'est au fur et à mesure du temps et que les enjeux évoluent qu'on va pouvoir se structurer de façon différente. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'à terme, c'est très mauvais de mélanger plusieurs objets dans la même entreprise parce que vous êtes à risque sur différents objets. Alors je vais vous dire un cas concret. Disons que vous avez dans le même endroit, et moi c'est ce qui m'est arrivé, une boîte de formation et en même temps un immeuble que vous avez acheté. Et disons qu'à un moment, la partie formation marche moins bien pour différentes raisons. Vous devez vous séparer de vos équipes. Et là, vos équipes, il y en a 2 qui vous envoient au prud'homme avec un risque de 20 000 € par personne. Donc ça fait 40 000 € en tout. Là, c'est directement en fait l'entreprise qui détient le bien immobilier qui va être attaquée. Donc là, vous êtes obligé de défendre ce cas-là. Alors quoi qu'il arrive, de toute façon, vous êtes obligé de défendre le cas parce qu'envoyer une boîte au casse-pipe, on en parlera une autre fois, mais en fait, vous avez vachement de risques. Mais bref, en tout cas, les activités peuvent être changées ensemble. Pareil, si vous faites des prestations informatiques avec des contrats assez forts et qu'à un moment, il y a un de vos clients qui se retourne contre vous, il vous demande 50, 100 000 € et que dans la boîte en tant que telle, vous avez d'autres actifs, ça, c'est problématique. Les autres actifs, ça peut être des participations en bourse, ça peut être de l'IMO, etc. Donc l'enjeu, ça va être vraiment de segmenter toutes ces activités, mais quand on commence au début, finalement, le risque, il n'est pas très élevé. Et puis bon, que vous ayez quelqu'un, si vous n'avez pas de salarié, le risque est... Enfin, c'est surtout les salariés qui posent problème. Si vous n'avez pas de salarié, ça va. Et si vous n'avez pas des contrats, si vous avez juste des contrats de prestat ou si vous encaissez juste des factures sur des missions courtes, le risque est quand même globalement faible. Et surtout, ne vous amusez pas à créer 50 boîtes en même temps parce qu'à un moment, chaque entreprise va vous demander un compte bancaire, on va dire du 20 € par mois, plus va vous demander des frais de compta qui vont être de 30, 50, voire 100, voire 200 € par mois. Donc vous imaginez, vous commencez à enclencher les dépenses, ça fait des comptes bancaires supplémentaires, ça fait des accès supplémentaires, ça fait des applications sur votre téléphone supplémentaires. Bref, vous avez tout ça qui s'enchaîne et ça commence à faire beaucoup, surtout quand vous en avez un paquet. Donc déjà, il y a ce premier cas. Ce premier cas, c'est quand vous allez... Donc on est déjà dans le cas optimisation de la rémunération où vous allez passer du coup au chômage et que vous allez pouvoir du coup vivre avec votre chômage et en fait encaisser de l'argent dans votre boîte. Ça peut être très intéressant. Pourquoi ? Ça vous permet de voir déjà si le business marche et en plus d'avoir déjà accès à du capital. Si vous voulez faire de l'immobilier à ce moment-là, rappelez-vous d'un truc, la majorité des banques vont vous dire il faut attendre 3 ans de bilan, etc. Si vous facturez plus de 10 à 20 000 € par mois en tant que freelance, il y en a beaucoup d'entre vous, ça peut être ça, ou en fonction de votre activité, sachez qu'au bout de 3 mois, vous allez pouvoir faire une opération immobilière. Si vous aviez des bons revenus avant, que vous êtes au chômage, mais que vous encaissez 10-20 000 balles par mois, en 3 mois, c'est bon, vous faites une opération immobilière, c'est-à-dire que vous pouvez réemprunter et la banque vous redonnera de l'argent. Autre élément, sur l'optimisation de la rémunération, il y a un truc très concret, c'est de savoir qu'est-ce qu'on passe en charge ou pas. Donc quand on est salarié, généralement on peut avoir des frais d'entreprise en fonction du poste qu'on occupe. Quand on est à son compte ou qu'on a une boîte à son compte, ce qui est bien, c'est que, alors je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui, comme moi, travaillent beaucoup, ce qui fait que, par exemple, l'autre jour, moi j'étais dans un hôtel en train de prendre un thé toute l'après-midi avec 2 personnes et on était sur un cas de reprise et d'immobilier. On est dans des cas d'activité de mes entreprises. Du coup, les 50 € pour le thé de l'après-midi, ça passe en frais dans l'entreprise. Rappelez-vous d'un truc, quelque chose que vous dépensez vous directement et quelque chose qui est dépensé par l'entreprise, il y a un facteur x3. C'est-à-dire que si vous dépensez de votre compte bancaire 50 €, en fait, ça vous coûte 150 €. Moi, je le vois plutôt dans ce sens-là. Pourquoi ? Parce que vous avez de la cascade de frais qui a lieu, enfin plutôt de taxes ou de cotisations, ça dépend comment vous voyez ça. La première taxe que potentiellement vous pouvez récupérer en fonction de votre holding, ça va être la TVA. TVA, c'est 20%. Et après, vous allez avoir, en fonction de comment vous rémunérez, l'IS, donc 25%, et après le versement des dividendes, disons 30%. Donc faites tout le calcul. Bon, grosso modo, il y a une très très grosse pression fiscale. Vous, ça vous permet du coup de faire un x3 sur votre niveau de vie, et surtout, ça vous permet, alors pensez bien à faire ça. Il y a d'autres éléments aussi. Vous pouvez, alors il faut voir en fonction de là où vous en êtes, mais passer une partie de votre loyer ou passer directement, vous pouvez directement, alors attention, ça dépend de comment c'est fait, mais vous pouvez directement louer en fait un local ou un appartement avec votre entreprise. Regardez bien les règles, mais par exemple, disons que vous habitez à Montpellier. Donc moi, alors c'était le cas à un moment, si vous voulez, moi j'ai une grosse partie de mes équipes qui sont à Montpellier, moi je suis à Paris, je pourrais très bien, avec ma holding, louer un local, un appartement à Montpellier. Ce ne sera pas retraité comme un complément de revenu, sachant que moi j'habite à Paris. Donc en fait, mon appartement à Montpellier, si je voulais en avoir un, pouvait être ça. Alors il y a des questions de distance, je crois que c'est plus de 300 km. Donc si vous avez ce cas-là, vous pouvez très bien avoir une résidence qui est totalement couverte finalement par votre entreprise.
Pareil, en fonction de ce que vous faites comme justification, il y a pas mal d'autres éléments qui peuvent passer sur l'entreprise. Donc que ce soit votre téléphone, donc par exemple moi j'utilise que mon téléphone pour travailler. Donc alors maintenant les montants de téléphone ne sont pas énormes. Vous pouvez passer une partie d'Internet, voire la totalité. Si vous avez besoin d'équipement, donc la majeure partie d'entre nous, on a besoin de quoi aujourd'hui? D'un ou plusieurs téléphones. Donc si vous prenez un iPhone, c'est 1 700 €. Vous imaginez, vous l'achetez tout seul ou c'est votre entreprise qui l'achète. Vous avez besoin d'un ordinateur. Moi, j'ai besoin d'un micro, voilà, avec lequel je vous parle. Il y a tous les logiciels que j'utilise. Donc là, il peut y avoir les logiciels, il peut y avoir LinkedIn, etc., etc. Donc tout passe sur l'entreprise. Donc en fait, ça vous permet, si vous faites un tableau rapide, vous vous rendez compte dans la logique, vu que vous êtes dans une logique business, et je pense que la majorité d'entre vous, vous êtes dans une logique business. Si vous êtes dans une logique investissement, c'est business aussi. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait beaucoup, on se déplace beaucoup. Donc, alors moi, je me déplace beaucoup en Île-de-France. Alors je prends plus le métro, mais j'ai soit des vélos, soit j'ai des Uber en fonction du temps et de ce que je dois faire. Par exemple, l'autre jour, j'avais une urgence le matin, il y avait une coupure d'internet dans un endroit, dans un immeuble que j'ai dû y aller, je me suis déplacé, j'y suis allé en Uber, donc ça fait 20 €, 40 €, bref, je peux avoir des 20, 40, 100 € par jour. Et ça, c'est pris en charge. Après, vous avez aussi votre voiture en fonction des déplacements que vous voulez faire. Donc, la majorité d'entre nous, on fait des déplacements. Enfin, en gros, je ne sais pas comment vous faites dans votre vie, mais je crois que la majorité d'entre nous, on fait quasiment que bosser. Donc, vous avez les indemnités kilométriques. Alors, attention, avec le cours de l'essence aujourd'hui, je fais le podcast en mars 2026. Donc, les indemnités, je ne suis pas sûr qu'elles couvrent vraiment les évolutions de l'essence. Mais bref, vous avez tout ça. Donc, dans l'optimisation de votre rémunération, effectivement, c'est énorme. Surtout qu'il y a quelque chose. Si à un moment, vous avez le choix, disons que vous êtes actionnaire d'une boîte ou disons que vous avez le choix de vous verser la rémunération ou pas, il faut quand même savoir que vu que vous avez minimum un effet x2 entre les deux, c'est-à-dire on parlait de 3 fois tout à l'heure, mais bon, après, ça dépend comment c'est optimisé. Mais à un moment, votre enjeu, vous, c'est d'avoir un maximum d'argent aujourd'hui, quitte à payer de l'argent plus tard pour pouvoir investir au maximum. Donc là, de stocker un maximum d'argent dans votre entreprise, ça vous permet, vous, par exemple à titre perso, vous allez avoir 10 000 € supplémentaires, vous n'en faites pas grand-chose, ça dépend de votre stratégie, mais dans votre entreprise, vous allez avoir 20, 30 000 € supplémentaires, et là, vous allez pouvoir enclencher d'autres choses. Vous allez pouvoir faire des apports pour des biens immobiliers plus importants. On se rappelle, si vous avez du coup une volonté de faire ce type d'investissement, donc là, vous allez avoir votre entreprise, vous allez généralement mettre 20% d'apport. Donc, si vous mettez 50 000, vous pouvez emprunter 250 000. Et là, ce sera plutôt dans une SCI à l'IS qui sera une fille de la holding. Pourquoi ? Parce que vous avez quand même envie là de segmenter bien et comme je vous disais tout à l'heure, que votre patrimoine ne soit pas impacté à chaque niveau. Donc là, vous allez créer une nouvelle structure donc, avec emprunté à la banque et là, vous allez pouvoir démultiplier du coup votre patrimoine. L'objectif au début et pendant un très grand temps, c'est de démultiplier votre capital en enchaînant la prise de risque, la dette et l'augmentation. Autre élément, il y aura sûrement besoin de créer une holding. Alors attention, ce ne sera peut-être pas la vôtre, ce sera d'ailleurs sûrement une nouvelle. Si vous avez envie de simplement faire l'acquisition d'une entreprise, la plupart du temps, ce qu'on fait, donc disons que vous voulez acheter une entreprise, elle va faire du 10 000 € par mois de résultats. La banque va prendre 70% de ces 10 000 € généralement, donc c'est les étapes. Donc disons que vous avez le résultat net après impôt. La banque va prendre 70% de ces résultats, va faire comme une remontée de dividendes, comme si une autre entreprise existait, et là va regarder combien vous pouvez emprunter. Et quand vous faites ce système-là, en fait, quand vous voulez racheter une boîte, vous allez créer une boîte qui rachète une autre boîte. Et quoi qu'il arrive, en fait, ce ne sera peut-être pas la holding que vous avez aujourd'hui. La holding que vous avez aujourd'hui va devenir propriétaire de la boîte qui s'est endettée pour acheter l'autre boîte. Donc, vous allez avoir un effet de cascade comme ça. C'est généralement c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Les règles évoluent dans le temps. Là, aujourd'hui, en tout cas, c'est ce que BNP fait sur les dossiers sur lesquels je suis. Et en gros, là, vous allez devoir recréer une structure. Donc, la holding, indirectement, vous pouvez en avoir plusieurs en fonction de ce que vous allez faire. Surtout, généralement, on segmente un petit peu l'environnement. Vous avez d'autres techniques d'optimisation. Vous allez pouvoir finalement mettre en tête de proue de tout votre patrimoine une holding avec un statut particulier qui est une société civile pour pouvoir mettre vos enfants dessus, etc. Donc ça peut être pas mal. Préparer la cession. Donc là, on a un enjeu quand vous voulez vendre quelque chose, vous avez le choix, soit vous payez tout de suite les impôts, soit vous voulez reporter l'imposition. Et là, ça peut être intéressant de reporter l'imposition dans une holding pour redéployer les fonds avec certaines règles fiscales. Donc ça peut être intéressant. On a donc l'acquisition ou un investissement, ça on en a déjà parlé. Dans l'investissement, vous pouvez très bien investir en bourse avec votre holding. Ça dépend de ce que vous faites. Alors attention,
à est-ce que la valorisation des actifs est effectuée à date ou effectuée différemment. Alors, la problématique, c'est disons que vous investissez 50 000 euros, vous faites 50 000 euros de bénéfices. Potentiellement, les 50 000 euros de bénéfices ils sont latents, c'est-à-dire que vous avez mis 50 000 euros mais ça vaut 100 000 euros. Potentiellement, vous allez devoir payer des impôts sur les 50 000 euros suivants. Donc ça, c'est un peu embêtant pour vous. Nous, c'est très embêtant dans notre stratégie. Nous, ce qu'on veut, c'est que payer des impôts lorsqu'on vend. Après, il y a des leviers qui permettent de faire ça. Puis de temps en temps, des personnes ne le font pas d'ailleurs. Ça, j'aimerais bien creuser ce sujet-là. Autre élément, si vous voulez faire circuler du cash, donc ça oui, donc disons que vous avez une boîte qui gagne beaucoup d'argent et vous voulez réinvestir ça autre part et pas investir l'argent dans la boîte, vous avez deux solutions, soit vous sortez l'argent, soit vous passez de l'argent entre vos boîtes mais c'est un peu compliqué avec des emprunts, soit vous faites directement le système avec la holding. Donc la holding, grosso modo, si vous commencez aujourd'hui, si vous commencez aujourd'hui, que vous commencez par faire de l'immobilier, que vous n'êtes pas du tout freelance, que vous n'allez pas encaisser de l'argent autre part, la holding, généralement, ça ne sert à rien. Les meilleurs financements qu'on a, de toute façon, sont en propre, en direct, ou vous allez directement créer une SCI à l'IS. Ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir revendre les parts de votre SCI à l'IS très simplement à votre holding si vous la créez plus tard. Il faut vous dire que la valeur des parts, donc quand vous achetez un bien, vous avez le gros problème, c'est les frais de notaire. 8 à 10%, donc si vous achetez un truc à 100 000 euros, vous avez 10 000 euros de frais. Ça, c'est quand vous avez un bien en propre. Ce qui est bien quand on achète des biens en entreprise, c'est que vous allez pouvoir pas transmettre le bien en tant que tel, mais les parts de l'entreprise. La fiscalité sur les parts de l'entreprise est quasi nulle en fonction de la valeur des parts de l'entreprise. Donc, il n'y a pas ces frais de notaire, etc. Donc, vous en avez peut-être pour 400 euros de faire des transitions de parts. Quand vous achetez un bien, il faut retenir qu'au début, la valeur patrimoniale de votre bien est négative. Pourquoi ? Vous voulez acheter quelque chose qui vaut 90 000 euros, on l'a vu tout à l'heure, en fait, vous payez 100 000 euros. Donc là, par exemple, vous avez un appartement que vous voulez acheter, ok, vous sortez de votre compte bancaire 100 000 euros. Ok, vous sortez de 100 000 euros, mais en fait, vu que vous avez payé 10% de frais de notaire, c'est 90 000 euros de valeur. En plus de ça, vous avez fait un emprunt. Donc vous avez vous allez avoir des intérêts, etc., etc. La valeur comptable d'une entreprise, alors ça dépend comment elle est valorisée. Il y a plein de méthodes de valorisation, je vous referai un épisode là-dessus. Mais en tout cas, l'État, qu'est-ce qu'il va regarder ? Il va se dire, ok, il y a quoi dans cette boîte en actif et en passif ? Actif, c'est ce qui fait de l'argent, passif, c'est les dettes. Il va regarder en actif et dire, ok, il y a un bien qui vaut 90 000. Il va regarder en passif. En passif, il va se dire, puis il n'y a que ça. Hein. Il va regarder en passif et en passif, il va se dire, ok, il y a 100 000 euros d'emprunt. Voilà. Il y a 100 000 euros d'emprunt dans la boîte. Donc, la valeur comptable de la boîte, c'est moins 10 000 euros. Donc là, vous avez peut-être 100 parts dans la boîte. Vous allez faire, OK, la valeur, c'est moins 10 000 divisé par 100. En fait, ça vaut 0. Vos parts valent 0. Donc, pendant un certain temps, vous pouvez faire les transitions de parts. Et du coup, moi, c'est ce que je vous encourage à faire. C'est-à-dire qu'au début, on commence à accélérer sur en tout cas sur l'immobilier, sur votre partie directe en propre. Surtout que quand vous n'avez pas ou peu d'investissement au début, vous êtes très attractif pour les banques. Pourquoi ? Parce que vous avez quasiment rien, et vu que vous avez rien, les banques vous regardent, ils disent tiens, il y a plein de choses à faire, et vous êtes simple à traiter. Lorsque vous commencez à avoir 2 boîtes, 2 SCI où il y a de l'immobilier, plus une boîte, plus vous êtes salarié, je sais pas quoi, là ça devient un enfer parce que pour chacun de vos investissements, les banques vont devoir regarder les comptes bancaires, les flux, l'imposition s'il y a l'imposition pour comprendre, les statuts de la boîte et les mensualités d'emprunt, donc les tableaux d'amortissement. Et ça, c'est un enfer à regarder pour les banques et puis aussi vérifier que le bien est à peu près bien valorisé et que c'est pas un truc dans les choux, quoi. Donc en gros, ça prend énormément de temps. Donc au début, en tout cas, nous, ce qu'on fait, et moi ce que je vous encourage à faire, c'est d'utiliser tous les mécanismes que vous pouvez utiliser avant d'avoir une holding. Une fois que vous avez fait votre SCI qui allait blindé, vous avez mis 1 million dedans, vous en avez fait une deuxième, 1 million dedans aussi, vous êtes blindé à 500 000, 1 million, là vous dites ok, comment je peux réarbitrer tout ça ? Et là on passe effectivement en système de holding, vous pouvez revendre les parts. Alors n'attendez pas trop longtemps, si vous attendez plus de 5 à 10 ans, généralement c'est 7 ans, là la valeur de vos parts de votre SCI ça va augmenter et là vous allez devoir payer des impôts. Refaites les calculs, il n'y aura pas énormément d'évolution, mais en fin de compte, quand vous allez tout rembourser, là par contre la valeur de vos parts elle est très importante et surtout vous allez faire une plus-value extrêmement importante parce que quand vous allez valoriser les parts de l'entreprise peut-être à 1 euro ou peut-être à 10 euros quand vous commencez, à la fin la part en fonction du nombre de parts de votre entreprise elle va peut-être valoir 1 000 euros voire 10 000 euros. Donc là il y aura quand même une grande plus-value à payer à ce moment-là. Donc en gros la holding, le vrai truc, si vous avez besoin d'avoir une activité un peu freelance, moi ce que je vous encourage fortement aujourd'hui, de toute façon, il faut, parce que si vous vous lancez dans faire des projets, si vous avez des factures, etc., il faut que vous soyez structuré en entreprise assez vite ou au moins d'avoir une entreprise un peu, alors je ne vais pas l'appeler poubelle, mais qui regroupe un peu tous vos investissements. Là par exemple, créez pas
vous allez avoir des trucs dans l'IA, vous allez encaisser un peu d'argent, vous allez faire ça. Alors, ça dépend où vous en êtes. Le nerf de la guerre au début, c'est de trouver des clients et de facturer par rapport à un projet. Et là, vous n'avez pas besoin, s'il n'y a pas de frais associés et que vous n'avez pas de moyen d'avoir de l'argent d'autre part. En tout cas, concentrez-vous sur faire de l'argent. Déjà, le premier truc, c'est on fait de la thune. C'est ce que je fais dans le truc business. Une fois que vous savez faire de la thune, que ça rentre un peu. Là, passer en optimisation, effectivement, avoir une entreprise, ça sert assez vite. Ça vous permet de passer toute une partie de vos projets dessus sur lesquels vous travaillez. Ça vous permet de participer à vos investissements, de stocker de l'argent. Donc à ce moment-là, ça vaut vraiment le coup, surtout dans un pays, enfin principalement dans un pays comme la France. Vous seriez dans un pays comme Dubaï. Avant, il n'y avait pas d'impôt. Maintenant, il y a 10%. Donc avant, le compte bancaire de votre entreprise, c'était le vôtre. En gros, vous preniez l'argent et c'était parti. Il n'y avait pas d'impôt. Quand vous êtes dans un pays comme la France où le moindre mouvement, c'est 50% de taxes, c'est quand même ce qu'il faut se dire. Si par exemple, là, vous voulez vous verser un salaire de votre entreprise, vous pouvez le faire en fonction des statuts, etc., mais principalement avec une SASU ou une SAS, vous versez 2 000 €, ça va coûter 4 000 € à la boîte. Pour des cotisations, attention, regardez bien si vous faites ça, vous cotisez, mais vous êtes assimilé salarié, mais vous avez, je pense, 50% de moins. Vous cotisez autant, mais vous avez 50% moins d'aide que si vous étiez salarié tout court. Donc vous avez ces éléments-là qui sont intéressants. Pour créer sa boîte, moi ce que j'utiliserais, alors ça dépend de la complexité de ce que vous allez faire. Les outils en ligne sont globalement, donc il y a Indie, j'ai pas mal bossé avec eux, ils sont très sympas. Il y a Dougs, quand vous commencez ça peut être bien. Vous avez peut-être besoin d'être rassuré, ça dépend de vos besoins. Si vous avez besoin d'être rassuré, n'hésitez pas à me contacter, je vous enverrai des experts comptables, commissaires aux comptes avec qui je bosse qui sont très sympas. Alors attention, aujourd'hui ça coûte cher, ces services coûtent très cher. Mais si vous ne savez pas que vous avez besoin de progresser, que c'est un investissement, oui. Si vous voulez juste créer une holding avancée simplement, vous pouvez très bien commencer avec des outils en ligne. Ça marche très bien pour ce que c'est, ça vous permet d'avancer. C'est exactement pareil quand vous faites aujourd'hui votre liasse fiscale. C'est-à-dire que quand vous faites de la location meublée aujourd'hui, moi je déclare mon meublé.com, ça fonctionne très bien, je fais mon LMP avec. Donc LMP, c'est l'évolution, c'est loueur meublé professionnel, c'est l'évolution du LMNP quand vous atteignez certains stades. Bref, donc en tout cas, la holding, c'est un outil, moi je le verrais plutôt comme une structure qui vous permet de faire des choses. En fonction de ce que vous voulez faire, il y a principalement 5 cas, c'est très bien. Quand vous voulez créer une boîte subsidiaire, quand vous avez des bénéfices qui sont très importants, quand vous voulez faire une acquisition de boîte, quand vous voulez préparer la vente d'une de vos boîtes, quand vous optimisez votre rémunération et quand vous voulez protéger votre patrimoine. Alors, il y a aussi autre chose dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est la succession. C'est vrai que vous pouvez faire rentrer, en fonction de la valorisation de votre holding, vous pouvez faire rentrer vos enfants dedans. Et alors là, vous pouvez céder. Il faut quand même se dire que les impôts, ça arrive très vite. Les impôts de succession à 50% de taux d'imposition. Vous pouvez regarder les tableaux, c'est assez astronomique. Donc, si vous voulez léguer des éléments assez tôt, vous pouvez vendre des parts de holding. Et il y a aussi autre chose, c'est que ça se finance. Ah oui, alors il y a tout un cap que je n'ai pas évoqué avec vous, mais une fois que votre holding, elle obtient assez d'actifs. Ah oui, c'est un gros truc, j'en ferai un épisode. Nous, notre guerre, le nerf de la guerre qu'on a tous là, tous ceux qui m'écoutent là aujourd'hui, c'est que nous, il faut qu'on aille faire du patrimoine. Il faut qu'on aille faire du patrimoine et du cash flow. Il faut qu'on aille faire les deux. Pourquoi ? Parce que à un moment, quand on commence à avoir du patrimoine quelque part, que ce soit des parts d'entreprises qui ont du patrimoine, que ce soit de l'immobilier, etc., on peut se refinancer avec de la dette. Donc nous, notre premier challenge, c'est réussir déjà à avoir de quoi bouffer, donc 1000, 2000, 3000 balles par mois. Donc ça, l'IMO, c'est très bien, par exemple. Ou sinon, on est en freelance et on arrive à avoir quelque chose où on optimise son temps, etc. Comme ça, on regagne son temps et on peut décider de ce qu'on fait, trouver cette liberté. Et deuxièmement, après, c'est d'aller taper du patrimoine. Donc d'aller taper du 500 000, 1 million d'euros sur de l'IMO, sur des parts de boîte. Une fois qu'on a ça, les banques peuvent nous refinancer. C'est-à-dire qu'on peut réavoir de l'argent. On peut réobtenir un emprunt de l'équivalent à peu près du patrimoine qu'on a en fonction de ce que c'est. Donc si vous avez 1 million d'euros stockés dans une boîte de valeur de part de boîte, que votre boîte elle est finançable, vous pouvez récupérer 1 million d'euros, voire plus en fonction de la valo et en fonction des flux, etc. Il faut voir comment c'est fait. Et là, on rentre dans un autre game. En fait, on rentre dans votre deuxième vie un peu d'investisseur ou votre deuxième vie tout court. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez pouvoir réutiliser, donc vous allez avoir du cash flow et réutiliser vos actifs pour les transformer dans de la dette pour que vous puissiez avancer et faire des choses supplémentaires. Donc il y a ça aussi qui fonctionne bien avec la holding pour la succession. Et puis on a fait quasiment le tour. Donc n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles et à m'envoyer un petit commentaire sur Insta, un petit commentaire sur LinkedIn. Et je vous dis à très vite.
Vous venez d'écouter un épisode de La retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.